On n'a pas eu le temps de passer toutes vos questions, mais on doit déjà passer donc à notre premier panel qui explore les questions éthiques entourant l'IA, les défis liés à l'exploitation des données, la manière dont elle se nourrit et le consentement des artistes et leur utilisation. Alors, je vous rappelle aussi encore une fois qu'à la fin du panel, il y aura une période de questions. Donc, pour parler d'éthique, nous avons confié l'animation du panel à la réalisatrice à Radio-Canada, Chloé Sondervost, qui sera entourée des panélistes. Ils sont là, je pense qu'ils sont prêts à monter sur scène. Donc, on peut les accueillir. Lassène Fata, éthicien de la technologie et doctorant en sciences, technologie et société. Sandra Rodriguez, artiste multidisciplinaire et chercheur en médias émergents XR et IA. Et Maître Valentine Godard, fondatrice et directrice générale Alliance Impact IA. Merci, bon panel à vous. Merci pour cette présentation. J'ai aimé, Catherine Lune, le fait que tu dises qu'on était en tournée. Entouré. Non, en tournée, il y aurait de quoi faire une tournée, je pense, sur l'IA et l'art aujourd'hui, et on est très, très bien entouré pour le faire. Merci de nous accueillir. C'est une journée importante. Le fait de voir ces syndicats, ces associations qui se regroupent pour prendre la parole ensemble et pour poser des questions. Je suis très heureuse de pouvoir avoir cette discussion avec vous toutes et vous tous dans la salle et vous trois ici sur scène. Le titre de notre panel, c'est « L'éthique dans la pratique ». Et je vais prendre la balle au bon, là où Dave Anquetil l'a laissé si brillamment il y a un instant. Dave, tu nous disais, on ne sait pas où on s'en va exactement. C'est une réponse un peu angoissante, mais très honnête. Mais on peut se poser la question, où voulons-nous aller? Et c'est là que l'éthique peut être particulièrement utile. Alors nous avons sur scène Lassène Fata, éthicien de la technologie de l'intelligence artificielle, enseignant, chercheur et conseiller. Bonjour. Bonjour. Valentine Godard, fondatrice et directrice générale de l'Alliance Impact IA. Allô. Bonjour. Et Sandra Rodriguez, artiste multidisciplinaire et chercheuse en médias émergents. Merci d'être là, Sandra. Merci. On va avoir un panel en deux temps. Dans un premier temps, on va regarder, on pourrait dire comme ça, les problèmes, se poser les questions qui contrôlent vraiment l'intelligence artificielle dans le domaine de la culture, de l'art aujourd'hui. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser aux solutions et puis on va garder un moment aussi pour vos questions que vous pouvez poser via l'outil web qui était affiché ici à l'écran. Mais pour commencer, on est à la période de la fin de l'année académique, de l'année scolaire. C'est la période des bulletins, c'est la période de l'évaluation. Alors, si vous deviez évaluer l'état de nos conversations sur l'IA et la création aujourd'hui, quels sont les points forts, peut-être les progrès qu'on a faits dans les derniers mois, mais quels sont les points où on indiquerait « peut mieux faire », continue ton travail, hein, les angles morts, là où il y a des efforts à fournir. Sandra? C'est drôle, je regardais pour ne pas prendre la parole en premier, que j'ai tendance à faire. Des fois, il faut que j'apprenne à mieux écouter aussi. J'allais dire, les grands points forts, c'est la conversation qu'on a ici. Je suis artiste en médias émergents parce que, justement, à chaque fois qu'on nous vend une nouvelle technologie, il y a comme une petite lumière qui s'allume dans ma tête et qui dit généralement « Tiens, c'est comme un discours de 1950 sur une voiture qui me donne de la liberté. Puis moi, je vois quand même la consommation d'essence derrière. Puis j'ai appris à apprendre différemment. Et donc, à chaque fois, je me dis, c'est ma position comme artiste d'aller secouer les imaginaires. Donc, une nouvelle technologie arrive, je me dis, oui, c'est vrai qu'elle peut faire A, mais pourquoi pas faire B ou C ou D ou même Z avec? Il y a tellement d'autres manières d'agir. Et donc, pendant des années, j'étais là à essayer de rappeler que l'intelligence artificielle pouvait aussi être un outil, non pas qui aide la création, mais une matière à la création. C'est-à-dire qu'elle fait des choses d'une certaine manière. Est-ce qu'elle peut me servir comme de la glaise me servirait ou de la peinture à l'huile me servirait à m'exprimer, moi, comme artiste, comme humain, qui s'exprime à d'autres créateurs? Est-ce que je peux utiliser, je le fais encore aujourd'hui, l'intelligence artificielle pour parler de la place qu'elle prend dans nos sociétés et comment elle nous est presque forcée, comme un passage obligé? Donc, mon objectif, c'est de détourner la forme pour parler du fond. Sauf que, cette conversation, il y a quelques années, je commençais à m'en tanner. Et pourtant, vous me voyez souvent sur des stages. Parce que, justement, je me disais, mais là, je ne suis plus en train de dire aux gens que les artistes doivent y être. Je vois bien, comme on dit, l'IA est en train de faire énormément d'argent à voler les artistes. Là, il y a un problème, là. Puis on dirait qu'on n'écoute plus. On m'invite pour dire, regarde,
Montre-nous comme ça peut être extraordinaire. Puis je me suis dit, il n'y a plus de discours critique. Alors, le grand plus, le A+, que je donne dans ce bulletin, c'est l'ouverture de la conversation. Qui a choisi d'en prendre part? Qui choisit de faire partie des panels, des discussions, des événements sur l'intelligence artificielle? C'est pas juste des technologues, c'est pas juste des gens qui sont dans le marketing, c'est vraiment, et j'ai rien contre les gens en marketing, mais je veux dire, c'est plus juste la visée sociale dans une perspective commerciale qui est mise de l'avant. Par contre, l'angle négatif, et là où je donne un C-, ben, je ne sais plus si B-, mais note de passage, je peux mieux faire. Bon, c'est notre manque d'imagination. On estime encore souvent nos manières d'agir comme étant soit de suivre ce que nous propose, par exemple, OpenAI, soit de mener une réglementation avec laquelle je suis très en accord, mais il y a aussi d'autres manières d'agir. Il y a aussi celle du choix, nos choix humains, le choix de refuser, puis le choix de pointer du doigt quand c'est mauvais. Je veux dire, il y a énormément de vidéos dont la qualité graphique est bonne, puis on nous dit, mais regardez comme ça fait des bonnes vidéos, mais moi, je vois encore une publicité. Je ne sais plus depuis quand l'art visuel, les films, le cinéma se traduit à publicité. Donc, je vois encore une esthétique de publicité, un message de publicité, du contenu publicitaire, probablement parce que ça existe en plus grande quantité que n'importe quel autre contenu sur le web. Donc, on apprend aux IA génératives à générer des contenus publicitaires packagés sous la forme de films. Puis je me dis, mais on a le droit de dire que c'est mauvais ou quoi? Pourquoi on n'a plus le droit de dire que c'est mauvais? Ça, c'est mauvais. Donc, c'est mauvais. C'est moins. Donc, si je résumais, plus de monde autour de la table dans les conversations sur l'IA, mais souvent les mêmes propos, peut-être les mêmes idées qui reviennent. Donc, alors qu'il y a moyen de penser, si les règles du jeu sont pipées d'avance, là, je ne sais pas, moi j'ai un enfant de 5 ans à la maison, et là, quand il y a un enfant qui impose des nouvelles règles à un nouveau jeu, puis il n'y a personne d'autre qui a le droit d'imposer des nouvelles règles, j'ai dû faire ça exactement hier. Là. J'ai dit, tu sais, on peut aussi faire un autre jeu. Hein? Je veux dire, le ballon, il est là pour tout le monde. Là. On peut aussi jouer à autre chose. Valentine. Oui, moi aussi, je suis d'accord. J'ai fondé l'Alliance Impact en 2017 et je milite pour justement un agrandissement de cette conversation, d'une plus grande implication des organismes de la société civile, des artistes. Donc, je trouve que oui, on a enfin des magnifiques événements comme aujourd'hui importants. La présentation du professeur Anctil était vraiment superbe. C'est important de comprendre comment fonctionne l'IA, puis c'est quoi les implications économiques, juridiques, politiques. J'amènerais l'imaginaire dont tu parles, parce que je suis d'accord avec toi, mais j'amènerais l'imaginaire plus dans le domaine des sciences économiques et politiques. Amartya Sen, un prix Nobel, qui dit le montant de bienfaits qu'on est capable de retirer d'une technologie dépend des systèmes économiques et politiques dans lesquels ils sont déployés. Donc, en termes de où est-ce qu'on veut aller, il faut protéger la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire protéger la démocratie? Il faut protéger les institutions qui sont fondamentales, la confiance dans les institutions démocratiques qui sont essentielles. Et les artistes, tout le secteur art et culture est absolument fondamental. Le professeur Anctil a souligné le rôle important du secteur art et culture. Moi, je dirais qu'on est critique dans la sécurité culturelle, dans la démocratie en allant de l'avant. Et ça, je dirais que la conversation, on est rendu maintenant à parler, enfin, de souveraineté numérique, pas juste de découvrabilité, mais vraiment de souveraineté numérique, d'avoir plus une autonomie. On regarde ce qui se passe chez nos voisins. On commence là à sentir un rassemblement de l'écosystème autour de protéger notre autonomie numérique, notre culture, notre démocratie, nos valeurs. Ça aussi, je dirais, ça c'est un bon point. Par contre, on a vraiment besoin d'avancer un peu. Fait que peut-être qu'on était comme assez parce qu'on vient de commencer à l'aborder, mais on a besoin de pousser vraiment plus fort dans cette direction-là. OK, donc peut-être un peu d'exercice pour se muscler pendant les vacances. Là. Et la scène? Bonjour encore une fois. Donc, ma vision peut-être d'éthicien et de chercheur qui va s'intéresser aux impacts sociopolitiques font que j'ai une vision un peu critique, à la fois positive et négative de cette technologie. Et je pense qu'il faut aussi voir comment la technologie, vous parliez peut-être de progrès, comment cette technologie pourrait aider aussi le milieu artistique. Pas seulement avoir une vision un peu défaitiste, un peu, comment dirais-je, un peu alarmiste, mais voir comment ça peut aider. Donc ça, c'est peut-être les points positifs. Un autre point que je reprendrai de nos deux amis, c'est que un autre progrès, c'est qu'on en parle. On commence à y réfléchir et on commence à se dire, peut-être qu'il faut encadrer cette technologie, peut-être qu'il faut comment dirais-je, encadrer son usage et faire en sorte que son usage soit dit responsable, même si la notion de responsabilité est à discuter. Et enfin, peut-être un point négatif, pour être très, très succinct ici,
ce serait le flou normatif, on en parle encore une fois, mais je vais y revenir un peu par la suite, mais le fait qu'on se retrouve face à une technologie qui n'est pas encadrée, à la fois au niveau national, provincial, et encore moins dans le milieu artistique, peut-être que ça crée des confusions, ça crée certains dilemmes pour les artistes aussi, qui ont du mal à prendre certaines décisions complexes, à la fois dans le cadre de leurs activités, mais aussi dans le cadre de leurs relations de travail. Donc peut-être qu'on va y revenir un peu par la suite. Oui, effectivement, on va parler d'encadrement, mais plongeons justement dans les problèmes. Une phrase marquante, je pense, dans le manifeste qui est publié aujourd'hui, c'est cette distinction qui est établie entre l'innovation et le progrès. Ça ne va pas automatiquement ensemble. Sandra, tu es une spécialiste de l'innovation, du questionnement de l'innovation. Est-ce que cette notion-là doit être repensée aujourd'hui et comment? J'étais tellement contente. D'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont écrit et signé et mis de l'avant le manifeste aujourd'hui. J'étais tellement contente d'entendre cette distinction à l'innovation. Des fois, quand je dois justement expliciter un petit peu qu'est-ce que je comprends par un manque d'imagination quand on parle d'innovation, bien, un de ces manques d'imagination-là, c'est que dans la même catégorie innovation, on peut mettre Internet, mais on peut mettre aussi les pop-up. On peut mettre, par exemple, les organismes génétiquement modifiés, ou on peut mettre le béton, où on peut mettre le plastique et même les microplastiques. Donc, quand on dit toutes ces inventions ont à un moment donné été présentées comme de l'innovation, est-ce que vraiment de le faire le plus rapidement possible sans penser aux conséquences environnementales, sociétales et même sur nos bien-être physiques, mentaux, etc., est-ce que le fait de move faster and break things, comme on le suggérait, pour moi, c'est une vision arriériste de la société. Quand je côtoie, j'ai le loisir de travailler avec des technologies émergentes, donc travailler des fois avec des gens plus jeunes que moi, je suis vraiment appréciative des changements de valeurs qui pensent aux impacts, à la fois aux inégalités sociales, aux impacts sociétaux des actions. Tout à coup, je me dis, j'entends mes mêmes collègues des fois me dire, mais si on met des réglementations, on va ralentir l'innovation. Je fais, mais est-ce que c'est pas au contraire ça de l'innovation? De penser en amont aux impacts possibles? Est-ce que de commencer par la réglementation, c'est pas ça l'innovation? Est-ce que d'inclure la plus grande diversité de gens dans la conversation, est-ce que ce serait pas plutôt ça de l'innovation? Pour moi, dire non, on va laisser une poignée de personnes décider par la loi du plus fort, c'est arriériste. Puis déjà, je me dis, je suis contente des témoignages qu'on a donnés aujourd'hui. Innover, c'est penser autrement. J'ai eu la super chance dans la vie, j'ai enseigné pendant 6 ans au MIT. Puis, il y a beaucoup d'ingénieurs au MIT avec des très bonnes idées et des fois des très mauvaises idées. Puis, on leur disait, n'essayez pas de créer un problème à une solution. Donc, quand le modus operandi, c'était quand quelqu'un disait, voici une innovation pour un problème qui n'existe pas vraiment, on va forcer tout le monde à l'adopter, ils n'auront pas le choix. C'est pas ça l'innovation. Ça, c'est du mercantilisme, c'est une forme de capitalisme, c'est pas d'innovation. Je me dis, comment ça se fait qu'ici, on a des discours de gens qui veulent appuyer la transformation culturelle, la transformation économique et la transformation sociétale en poussant l'intelligence artificielle et qui tiennent un discours qu'à la Mecque des innovateurs, on jugerait peu innovant. Donc, oui, repensons effectivement ce que veut dire l'innovation. Je rappelle qu'une définition très bêta-béa de l'innovation, c'est penser un processus différemment. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser nos processus d'exploitation des artistes et de l'économie du clic différemment? Alors justement, dans cette idée de penser différemment, de penser en profondeur, est-ce que les biais présents dans les systèmes d'intelligence artificielle ou même à la source dans les modèles d'intelligence artificielle reçoivent assez d'attention en ce moment quand on les voit être déployés rapidement à l'échelle de la société? C'est une question extrêmement importante. Je me rappelle d'un papier qui avait été publié par Yoshua Bengio et Sacha Lucioni, je pense comme en 2018-2019, qui parlait justement du manque de présence de femmes dans le domaine de la recherche en IA, avait un impact sur le choix de comment on entraîne les systèmes, quel sujet on décide d'avancer. Ensuite, il y a un manque de représentation dans le secteur de la finance aussi. Donc, il y a un espèce de choix dans les modèles d'investissement qui fait en sorte que peut-être que ce qui aurait intéressé ne sera pas financé non plus. Donc, c'est quand même un sujet dont on est conscient depuis très longtemps, les biais en IA. Moi, je me rappelle d'un projet, juste pour venir grounder ça dans la pratique artistique un peu. En 2019, je finissais une tournée du Canada qui s'appelait Art Impact AI, donc dont l'objectif, c'était justement parce que les artistes déterminaient la gouvernance de l'IA.
Et je revenais chez nous, c'était un soir de fin de semaine, et je m'amuse, je rentre Femme Beauté Imperfection dans Runway ML, qui est une application gratuite, et ça me génère une poire. Ah, c'est cool, c'est intéressant, une poire. Bon, ben, c'est pas nécessaire par définition laid, j'en collectionne depuis ce temps-là des poires. De toutes sortes, des sculptures, des peintures. Mais j'ai parti une recherche justement à ce moment-là sur d'où proviennent les biais, pourquoi c'est arrivé en une poire, est-ce que c'est la représentation, c'est les données existantes, ou est-ce que c'est comment on détermine l'attention dans le système algorithmique qui va faire en sorte qu'on choisit de déterminer une poire jaune plutôt que rouge ou bon. Et bref, ça a mené à un projet. J'ai écrit à OpenAI à l'époque en disant « Hey, voulez-vous collaborer? Vous voulez faire ça éthiquement? Merveilleux! J'ai un projet d'art, moi. » Et puis, évidemment, j'ai jamais eu de réponse. J'ai eu des refus un peu partout, FRQ, Miloc, j'en ai eu plein. Bref, finalement, Mozilla m'ont donné le prix Média Créatif et puis j'ai pu développer un projet. Je vous invite à aller le voir. Ça s'appelle Frontières avec un S, algorithmique avec un S.com. C'est une exposition interactive, donc elle est en ligne, vous pouvez aller la voir n'importe quand, où est-ce que je discute justement de cette évolution-là des biais. Est-ce qu'on a vraiment évolué? Donc, on est capable de faire des vidéos VO3 super rapides, très réalistes, mais est-ce que les biais sont partis? Et on n'a pas réussi à adresser la question des biais en génération d'images en toutes ces années-là, pourquoi? Alors, on revient encore là à la fondation de l'appropriation des données, le contrôle sur les données, le contrôle sur le design des systèmes algorithmiques et tout ça. Donc, je pense qu'il y a la question des biais, mais il ne faut jamais oublier non plus les implications genrées. C'est deux questions différentes. Les implications genrées, c'est le manque d'accès au financement pour les projets, pour les femmes, pour qui ça intéresse. C'est de se rappeler aussi que les communautés marginalisées, racisées, LGBTQ, vivent ça doublement, les biais dans la représentation, tant au niveau des textes, images que vidéos, mais c'est aussi que leurs projets risquent d'être moins financés que d'autres projets. Donc, quand on dit « les femmes ne s'intéressent pas à l'IA », moi, je dis « c'est pas vrai, c'est parce que vous ne financez pas qu'est-ce qui nous intéresse peut-être ». Mais je dis « nous », c'est un grand « nous », une autre grande généralisation, là, mais je veux juste faire une petite nuance entre oui, il y a des biais dans la représentation, mais Google, Meta vont se faire un grand plaisir de dire « oh, on s'en occupe des biais, c'est pas grave ». C'est nuancé parce que les biais, peut-être qu'ils vont être mieux gérés quand on va avoir capacité d'avoir la propriété de nos données, puis des projets qu'on veut mener pour que ça bénéficie économiquement le secteur agriculture aussi. C'est ça, il y a les biais dans les outils, puis après ça, il y a les inégalités, on pourrait dire structurelles, qui peuvent être accélérées aussi. Puis tu parlais de souveraineté numérique, Sandra parlait un petit peu plus tôt aussi d'imagination. Dans l'exemple dont Dave nous parlait un peu tantôt de Télé-Québec, Marie-Claude Robichaud disait que dans les tests qu'ils ont fait pour cette série Lotus et Cali, ils ont notamment essayé de reproduire des personnages de fantômes en utilisant des outils d'intelligence artificielle, puis c'était souvent un personnage qui ressemblait à Casper, le fantôme, qui ressortait. Pourquoi? Parce qu'il y a une surreprésentation dans les données d'entraînement, mais on voit l'impact que ça a après sur la production, les créations culturelles comme telles. Et ça nous amène justement à la réglementation, à la recherche d'équilibre. Le ministre Lacombe nous le disait un petit peu plus tôt, il a pu constater en début d'année au sommet sur l'IA à Paris les deux camps qui s'opposent, l'IA responsable face à l'IA, on pourrait dire accélérationniste. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet affrontement-là? Comment on peut imaginer un terrain de rencontre? Est-ce qu'on est trop optimiste? Sur quel levier il faut appuyer? Alors, c'est un excellent sujet. J'en ai fait un peu ma spécialité au Québec et au Canada. Je pense que ça reflète un peu aussi ce que pense la population. On a une espèce de dichotomie entre cette volonté de créer, à travers cette technologie qui est l'intelligence artificielle, créer de la valeur, créer des œuvres, créer tout un tas de choses qui vont finalement accentuer la croissance économique. Et de l'autre côté, on a des biais, vous l'avez dit, on a des inégalités, on a tout un tas de choses qui font que peut-être qu'il est temps d'encadrer cette technologie de manière assez sévère. En tout cas, c'est mon postulat. Après, je ne suis pas juriste, mais en tout cas, j'ai quand même étudié pas mal le droit public, mais je me suis quand même intéressé à cette question. Et l'éthique, ici, est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'aller un peu fouiller dans des cadres légaux, réglementaires, dans des règlements aussi, des codes de conduite, etc., pour essayer d'identifier si, effectivement, ils sont bien faits et ils sont en cohérence avec, par exemple, les impacts potentiels. Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait encadrer cette technologie rapidement, de manière sévère. Pourquoi? Parce qu'on est face à une technologie qui évolue de manière exponentielle.
D'accord ? Et donc le fait que ça évolue de manière exponentielle et non linéaire, ça fait qu'on va se retrouver face à des bouleversements très rapides. Et donc même si on décide de réglementer de manière très stricte maintenant, peut-être que dans 5 ou 10 ans, cette réglementation sera éventuellement obsolète. Et donc, on a une juriste ici qui pourrait confirmer cela, mais ce que je pense, c'est qu'il faut encadrer de manière sévère. Et ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure, Sandra, c'est aux compagnies de s'adapter, et c'est peut-être là qu'on va peut-être retrouver aussi de l'innovation d'une quelconque manière. Comment on pourrait peut-être rejoindre ces deux aspects ? Je pense qu'il faut demander aux usagers plutôt de cette technologie, ou en tout cas les sonder, les consulter, mais de manière, de manière efficace, les consulter pour savoir comment on devrait réglementer, effectivement. Ici, on parle d'artistes, donc est-ce que peut-être je peux poser une question rapidement ? Est-ce que quelqu'un ici, je sais qu'il y a tout un tas d'artistes de différents secteurs, est-ce que par main levée, je peux savoir qui utilise aujourd'hui l'intelligence artificielle dans ses différentes missions ? Okay, ça fait quand même pas mal de monde. En fait, moi, ce que je pense, c'est que l'IA peut être positive. On en parlait tout à l'heure, et je crois que Dave l'a rappelé. L'IA peut être quelque chose qui peut apporter, en tout cas à la société, aux artistes. Maintenant, c'est voir comment on fait entre cet encadrement et se laisser faire. D'une manière générale, on a souvent encadré des technologies pour des raisons valables. Parfois, on a voulu, avec la technologie, ne pas encadrer pour laisser faire l'innovation. On s'est retrouvé récemment, au Canada, avec Meta qui bloquait les nouvelles sur les réseaux sociaux. Tout ça parce qu'on avait voulu laisser faire les réseaux sociaux. Et donc, on a créé un problème, à mon sens, assez grave pour la démocratie, pour les citoyens. Donc, je fais un peu ce détour-là à travers cette idée de réglementation des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut encadrer l'IA de manière stricte et l'encadrer avec les moyens dont on a. Aujourd'hui, on n'a pas d'encadrement au niveau national, fédéral, fédéral au niveau provincial. Et donc, on est au bon endroit peut-être pour essayer de dire aux syndicats, peut-être au niveau organisationnel, de pouvoir poser des balises ensemble et de réfléchir comment on accepte cet usage de la technologie. Donc effectivement, pas encore de réglementation au niveau fédéral. Par contre, on a un nouveau ministre responsable de l'IA pour la première fois, donc peut-être son bureau sera un lieu de choix pour aller déposer des recommandations. Et d'ailleurs, intéressant, le sondage qu'on a fait ici à la main levée qui montrait à peu près un tiers de la personne qui levait la main, ça fait un écho à une consultation de compétences culture qui a été menée cet hiver, des résultats préliminaires qui ont été publiés dans Le Devoir aujourd'hui, qui nous dit que 35% des salariés d'organisations culturelles ont commencé à utiliser l'IA dans le cadre de leur travail. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que le secteur de l'information et de la culture devance en fait les autres secteurs au Canada en termes d'intégration de l'IA, de potentiel aussi. Donc on voit la créativité qui est à l'œuvre. Mais si on revient aux solutions, Lassé mentionnait l'importance d'inclure les utilisateurs, peut-être dans ces consultations, ce questionnement éthique. Sandra, si on se pose à l'échelle individuelle, comment est-ce qu'on peut ramener du choix dans la cour des individus face à l'IA, parce qu'on a parfois l'impression qu'on est dépossédé de nos choix? Bien, on se sent dépossédé parce que c'est le discours. En fait, le discours, ce que je trouve des fois dangereux un peu, c'est que le discours est vendeur ou alarmiste, et dans les deux cas, on se faisait la remarque tout à l'heure, dans les deux cas, il vend. Donc, dans les deux cas, c'est parfois une stratégie de marketing et de vente. Le discours alarmiste, c'est de dire « on n'y peut rien, si ça continue comme ça, on explose ». Et l'autre discours dit « vous n'y pouvez rien, aussi bien sauter sans savoir si vous avez ou pas de parachute sur le dos ». OK, mais là, je ne suis pas certaine que ce soit deux bons choix. Et si j'avais le choix de proposer quelque chose? Donc déjà, s'informer, c'est une chose, mais ça revient encore sur la responsabilité des épaules des individus. Moi, je veux rappeler qu'on a, dans les notions d'éthique, je chante un éthicien et une juriste, là, donc là, je suis vraiment bien positionnée. T'es bien entourée, oui. On se dit souvent que l'innovation est d'abord la première, ensuite elle est suivie par le marché, ensuite elle est suivie par les lois. Mais avant les lois, l'éthique, c'est aussi des choix moraux, des choix qu'on fait comme individu, ou quand on entend ce matin, justement, on se dit « Ah, tiens, je n'avais pas réalisé peut-être pour certains que les données sont entraînées sur énormément de contenu piraté, pas juste du contenu piraté parce qu'il est utilisé sur tout ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux, par exemple, qui sert à entraîner la génération d'images aussi, hein, nos enfants, nos familles, nos fêtes, nos photos personnelles, mais aussi du contenu piraté, donc pas juste qu'eux-mêmes le pirate, mais on prend les banques de données piratées, la pornographie qui fait un tiers du contenu aussi qu'on utilise pour générer des images. Super. Et là, on se dit, est-ce qu'il n'y a pas de biais sociaux, on va s'en occuper. Tu dis, mais tu as déjà un gros problème de biais sociaux dans ton contenu. Bref, tous ces enjeux-là, pour être capable de faire des choix, c'est pas l'intelligence artificielle qui est le problème. Donc, encore une fois, même la question, par exemple, combien de gens ici utilisent l'intelligence artificielle, je suis sûre que certains d'entre vous, c'est
peux-tu me traduire cette phrase rapidement à l'espagnol, par exemple? Des choses comme ça. Puis là, on se dit, ben oui, je l'ai utilisé, mais c'est pas une utilisation qui équivaut à, peux-tu me générer un scénario qui ressemble à 2 séries à grand succès sur la base d'imaginaire de Disney et avec des proportions de têtes de dessins animés qui ressemblent à Pixar. Là, on a un enjeu. Quand même, l'utilisation des mots, des titres de séries ne sont pas légiférés, on a un manque d'imagination. Dans les prompts, parce que je travaille beaucoup avec des prompts, il y a ce qu'on appelle les prompts négatifs, hein? Donc des indicateurs négatifs. On dit ne pas utiliser de contenu X ou ne pas utiliser de contenu Z. À partir du moment où on légifère sur tous les noms qui ont déjà un copyright, qui ne peuvent pas faire partie de ces systèmes, bien, on ne veut pas rentrer là. La plupart me disent on ne veut pas rentrer là parce qu'on va perdre en qualité. Ben oui. Ben voilà. Punk is not dead. Je veux dire, c'est à nous de revendiquer aussi, de dire non, de choisir des meilleures options. Quand ce n'est pas logique, ben soyez punk et dites non. Puis à la limite, moi, ce qui me sidère d'une façon très positive, c'est, encore une fois, je parle des nouvelles générations, l'animation. Le milieu de l'animation, en ce moment, n'a jamais vu autant de jeunes animateurs qui font du old school. Ils font des marionnettes en papier, ils font de l'animation en papier, ça me fascine. Je me dis, voilà, elle est où la qualité? Quand tout est trop facile, comment est-ce qu'on a quelque chose à dire et comment est-ce qu'on se démarque? C'est pas là le rôle des artistes. Donc, je pense que ça, on a de quoi, je veux dire, faire un leg encore longtemps. Puis aussi, si l'enjeu, c'est que les mégadonnées deviennent dangereuses, on a le choix encore là de choisir de réduire nos utilisations des données. Et donc, à partir du moment où un système d'intelligence artificielle n'utilise que des images synthétiques, ça va générer des mauvais produits à nouveau. On a le choix aussi d'arrêter d'alimenter ces systèmes. Peut-être un manifeste punk en complément du manifeste L'arrêt est humain. Merci beaucoup. Valentine, Sandra a parlé à plusieurs reprises des données. Rapidement, qu'est-ce qu'on voit comme initiative intéressante justement pour mettre les données au service de la création et sortir de cette dynamique de spoliation? Oui, merci d'amener la direction pour parler des fiducies de données. C'est souvent une solution que je présente comme étant une solution à nous donner le contrôle sur les modèles d'affaires, de l'utilisation de nos données, de l'éthique autour de l'utilisation de nos données. Au Québec, on est vraiment, vraiment avant-gardiste. On a l'organisme Culture pour tous qui a lancé une des premières fiducies culturelles au monde. Ils viennent d'avoir une deuxième ronde de financement. On sait que la BANQ vient d'avoir un certain financement aussi pour faire une étude de faisabilité socio-juridique sur une fiducie de données. Moi, j'ai eu la chance d'en faire une dans le secteur des pêches en Gaspésie. Donc, toute une étude sur 1 an. Donc, la faisabilité d'une fiducie de données, des implications sociales, des implications juridiques. Donc, je vous invite à regarder les fiducies de données culturelles comme étant un élément de solution. Attention à ne pas les mettre comme un outil par-dessus un modèle américain parce que, encore là, je pense que comme professeur Anctil l'expliquait bien, on a des modèles de fondation qui sont principalement américains. Et un élément qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent, je veux être sûre qu'on en parle, c'est qu'il y a plusieurs lois de la sécurité nationale aux États-Unis qui font en sorte qu'on peut accéder sans demander de permission au gouvernement du Canada, aux organismes qui font les fiducies ou à quoi que ce soit, pour avoir accès à toutes données qui transigent via leur modèle fondationnel. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête quand on parle de fiducie comme étant une solution. C'est une solution partielle. La réglementation aussi, juste, je me permets, parce que j'étais sur le comité aviseur du gouvernement du Canada pendant 2 ans, et on a parlé, on a discuté du projet de loi C-27, qui est malheureusement mort au feuilleton, dû à la polarisation du sujet de l'IA. Alors, comme artiste, on peut aussi dépolariser, éduquer, engager les citoyens à avoir un débat large, démocratique, pour aider les citoyens à comprendre c'est quoi les enjeux. Je pense que c'est aussi ça. Moi, je me vois ça comme rôle, comme artiste, en tout cas, dans une adoption démocratique de l'IA. Merci Valentine. On a beaucoup de questions déjà qui ont été posées. Je pense que je vais envoyer la première à la scène puisqu'on a la chance d'avoir un éthicien avec nous. Question de Sven Buridens. Peut-on imaginer une obligation de traçabilité d'IA éthique dans tous les produits générés par des outils d'intelligence augmentée? Et si oui, comment? Transparence des données, IA, chaîne de blocs ou autre. Puis je vais l'associer à une autre question aussi sur la traçabilité, la transparence. Est-ce que de mettre le tag généré par IA
l'IA chaque fois qu'un produit est généré par IA ne causerait pas une normalisation et une promotion plutôt qu'une prévention de l'IA. Fait que la question de la transparence, comment est-ce qu'on l'aborde d'un point de vue éthique? Il y a plusieurs moyens potentiels, mais je dirais qu'il faut quand même, somme toute, segmenter à chaque fois l'usage que l'on fait de l'IA, dépendamment des secteurs, je veux dire, mais il faudrait segmenter cela. Savoir pourquoi on fait cet usage de l'IA et comment, par quel moyen, par quel outil, par quel outil, par quel système d'IA on va utiliser ça. Derrière l'idée de la transparence, ensuite, il y a deux volets. On revient encore une fois au volet réglementaire. Est-ce qu'on va imposer aux compagnies une certaine transparence? Et dans ce cadre-là, on rentre dans une espèce de clash, dans une espèce de combat avec ces compagnies pour les pousser à une certaine transparence, ou alors on s'inscrit dans un schéma un peu plus, comment dirais-je, un peu plus punk, comme tu disais tout à l'heure, et on essaie de mettre en place des systèmes un peu open source, un peu avant-gardistes, qui vont nous permettre justement de faire un usage responsable, transparent de l'IA. Okay, on va pouvoir identifier cela. Ensuite, vous me parliez tout à l'heure de normalisation, c'est ça? Lorsqu'on fait un usage de l'IA, on fait une espèce de normalisation. Oui et non. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, comme je disais tout à l'heure, l'IA peut être un outil précieux à condition qu'on l'encadre. Okay, les décisions qui peuvent découler, les décisions qui peuvent des décisions difficiles qui peuvent découler des artistes à travers ces systèmes d'IA peuvent être résolues par des institutions fortes. Okay, imaginons, je ne sais pas, l'UDA pourrait devenir une institution très forte en matière d'IA avec une politique claire et donc savoir répondre aux questions de manière précise à ses artistes, à ses membres. Déjà, là, ça permettrait de régler tout un tas de problèmes. De l'autre côté, un usage pratique de l'IA, là je vais utiliser je vais m'inscrire dans le côté pratico-pratique, là peut-être qu'un artiste, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un artiste voix, je ne suis pas un spécialiste à 100%, mais peut-être qu'un artiste voix pourrait décider à un moment donné de faire un usage, comment dirais-je, assez optimal de l'IA en décidant peut-être d'accepter 10 missions en un mois plutôt que 3. Okay, et peut-être que là, ça pourrait être utile pour l'artiste, et donc il pourrait se dire, c'est que l'usage de la technologie, dans ce cadre-là, peut m'être utile, et donc peut-être qu'on a un intérêt d'aller vers l'IA. Encore une fois, je m'oppose à cette vision un peu alarmiste de la technologie. Pour qu'on puisse aller vers là, effectivement, il faut que des syndicats, ou en tout cas au niveau, aujourd'hui qu'on n'a pas de réglementation, peut-être au niveau organisationnel, il faudrait poser des balises claires pour que les artistes puissent faire ça. C'est-à-dire peut-être empêcher aussi certaines compagnies, boîtes de prod, de dire on veut récupérer l'intégralité de ta voix pour toujours, et donc on fait un contrat et c'est comme ça. Peut-être que je ne pense pas que ce soit la meilleure avenue, selon moi, mais peut-être que je peux me tromper. Ça, c'est un dialogue que toutes les artistes et tous les artistes devraient avoir pour pouvoir aller... Je rajouter rapidement par rapport à la deuxième question, la deuxième partie de la question. ChatGPT a déjà commencé à intégrer un élément de code dans ses réponses pour être capable de détecter si c'est eux qui l'ont produit ou pas. Donc, ça commence déjà à être utilisé. On sait que Yoshua Bengio s'est prononcé, lui, sur l'inutilité complètement des filigranes. Donc, c'est un débat technique qui mérite un panel en soi, je pense. Mais je retiens de ce que la scène disait, en fait, un peu une réponse en 3 volets. Un premier volet qui est technologique, c'est-à-dire que déjà, dans le design des outils lui-même, on peut amener plus de choix, par exemple, de l'IA open source versus de l'IA propriétaire. Deuxième élément, l'importance de la clarté aussi. On est dans un contexte où il y a beaucoup de flou, ce qui force parfois des décisions individuelles qui peuvent être plus difficiles. Donc déjà ça peut être un élément de réponse. Et puis le rapport de force, quand on parle d'une voix commune, c'est plus facile aussi parfois de faire pencher la balance. Sandra, tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe à la question? Je ne voulais pas empêcher d'entendre d'autres questions parce que je suis vraiment curieuse aussi, mais je trouvais que la normalisation, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'analogie tout à l'heure avec la publicité, parce que malgré moi, à chaque fois qu'on monte des vidéos pour montrer à quel point c'est épatant, on dirait que je ne suis pas toujours épatée. J'ai l'impression d'avoir encore une belle publicité. Puis oui, je comprends les enjeux d'innovation, donc ce n'est pas parce que je veux être snob non plus, mais bon, j'attends encore quelque chose qui me parle. Ben justement, en publicité, là, des fois, c'est écrit « ceux-ci sont des acteurs ». Des fois, c'est écrit « cette scène n'existe pas vraiment. Attention, conduite dangereuse, ne la reproduisez pas chez vous ». On s'est habitué à voir ces messages. On s'est habitué à voir des messages aussi de mise en garde sur la représentation des gens dans des films, sur des animaux qui ont été maltraités ou pas dans des films. Donc, on a des mises en garde. On s'est habitué de les voir, mais elles ont un double rôle. Les mises en garde permettent à la fois de tenir une industrie sur le qui-vive. Hein, on ne fait pas ce qu'on veut.
Il y a un public qui nous regarde, puis un public qui nous regarde en se demandant si on a été éthique ou pas dans nos pratiques. Donc déjà, je trouve que ça a du bon. Et ensuite, ça normalise le fait que quand on regarde une publicité de voiture en conduite dangereuse et que tout est simulé, non, il n'est pas possible de se rendre dans l'espace si on prend assez d'angles. Il y a comme une relativisation de ce qu'on voit, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Récemment, il y a une vidéo qui a circulé, générée par VO3, avec une critique sur notre désengagement envers les crises sociales et environnementales et politiques dans lesquelles on est situé. Et c'est une vidéo, vous l'avez certainement vue, avec les influenceurs qui sont en train de survivre à tout ce qui se passe derrière eux. Ça montre à quel point VO3 a des compétences géniales en termes d'image. Puis je ne pouvais pas m'empêcher de penser toutes ces images d'édifices délabrés, de bombes qui explosent en ce moment, de gens qui hurlent. Quelles vidéos ont généré si bien les résultats? C'est ça que je veux dire par responsabilité éthique aussi. Donc, être capable de réfléchir au fait que même si ta vidéo artistique est critique, quelles sont les bases de données qu'elle emploie, y réfléchir tout le temps avec une notification, une normalisation de la notification. Je pense que ça garderait le public sur le qui-vive et les producteurs de contenu aussi. Oui, l'exigence de la transparence revient souvent dans les discussions. On parlait un petit peu plus tôt de l'impact écologique de l'IA, savoir quelle est la consommation, quelle est l'empreinte écologique aussi de l'utilisation d'un modèle. Ce sont des données qui sont peu disponibles et qui pourraient être utiles à divulguer. Une question très pratique, justement. On parlait d'utilisation de l'IA pour le domaine de la voix. Jean-François qui nous dit « Je suis acteur voix off et plusieurs plateformes en ligne offrent maintenant la possibilité de créer des clones vocaux qui nous sont associés. » Promettant consentement, protection des données et compensation. Mon dilemme est de créer mon propre clone vocal. Si je le fais, j'ai peur de nourrir la bête et de précariser mon secteur sur le long terme. Si je ne le fais pas, j'ai peur de rester sur le quai de la gare et de manquer le train. Qu'en pensez-vous? Sauter ou résister? Je vais sauter sur l'occasion de répondre à la question. Bon, cher Jean-François, j'ai deux angles à la réponse très différents. Le premier, c'est nourrir la bête. Oui, c'est dangereux. Les données qu'on donne, il faut absolument aller voir qui sont les principaux investisseurs de la plateforme que vous pourriez utiliser. Comme par exemple, moi, si j'utilise Runway ML, les principaux investisseurs sont Google et NVIDIA. Et Google répond maintenant au Department of Defense, leurs appels pour créer des avatars qui sont capables de manipuler la population politiquement pour influencer le vote, créer des éléments de propagande, polariser certains sujets qui ont des impacts économiques, etc. Donc, oui, il faut faire attention de ne pas nourrir la bête, très définitivement. On revient au fiducie de données comme étant une potentielle solution. Je vous invite à regarder le livre blanc très récent de Serpentine. Serpentine, c'est un projet qui a été fait au UK, où est-ce que finalement, ils n'ont pas choisi la fiducie de données comme outil juridique, mais ils ont plutôt choisi une incorporation d'une coopérative de voix, d'une chorale. Donc, chacun des chanteurs, chanteuses ont été invités à vraiment réfléchir aux implications, puis est-ce qu'ils voulaient contribuer leur voix à cette fiducie de données vocales, oui ou non. Et ils ont publié un livre blanc que je vous invite à regarder. Je viens de terminer une année qui a été financée par le Conseil des arts du Canada pour créer une espèce de pôle d'expertise sur les implications économiques et juridiques. On a donné 3 bourses à des artistes en IA générative pour qu'elles puissent explorer ces implications-là de leur propre gré. Une des artistes, Muscum, du BC, autochtone, donc en relation, par exemple, avec la souveraineté des données autochtones, a refusé d'utiliser l'IA générative jusqu'à la fin, mais c'était pas ça l'objectif de la bourse. L'objectif de la bourse, c'était vraiment de regarder les implications éthiques et juridiques. Donc, et la fiducie des données, c'est quelque chose qu'elle a trouvé très intéressant à la fin comme solution, justement. Est-ce que quelqu'un veut sauter ou résister? Peut-être sur le côté nourrir la bête, oui, vous l'avez dit, il faut faire attention lorsqu'on demande à une IA générative, quelle qu'elle soit, quelconque question, parce qu'on va la nourrir avec un peu des données qui sont personnalisées. Maintenant, comme vous l'avez dit, la technologie est là, peut-être qu'il faut s'en servir à bon escient. Peut-être qu'il y a des IA, certains systèmes d'IA qui sont plus sécures que d'autres, peut-être qu'il y a des façons aussi d'utiliser cette technologie de manière un peu plus sécuritaire. C'est peut-être il y a peut-être une balance ici je ne sais pas où vous êtes, donc je regarde un peu partout, à voir, mais effectivement,
y a un risque à prendre, mais je pense qu'il y a aussi une opportunité à aller par là, justement, pour améliorer, en tout cas pour permettre de growth dans son propre métier, dans sa propre activité. Selon moi, hein, je pense qu'il y a une question ici qui parle un peu d'éradication de l'IA dans certains métiers. Je pense qu'il va falloir y aller et s'adapter à cette technologie. De toute manière, on y va. Maintenant, il n'y a pas d'encadrement, c'est flou. Je pense qu'il faut l'utiliser. Sandra était assez optimiste là-dessus. Je pense qu'il faut savoir l'utiliser, plutôt. Voilà. L'utiliser à bon escient, avec évidemment un risque potentiel. J'aurais envie d'entendre Sandra justement sur cette question du clonage. Tu as développé plusieurs projets, notamment Chomsky versus Chomsky, autour de cette question-là, de la reproduction ou pas d'une personne existante. C'est un bon exemple, c'est un vieil exemple déjà, parce qu'on l'a créé entre 2017 et 2023, puis il y a encore des demandes pour voir le projet. Puis étonnamment, je me bats contre des institutions publiques pour récupérer les droits sur le projet, parce que si une institution publique choisit de ne plus la diffuser ou de la montrer ou de la laisser périr dans un sous-sol, comme j'ai donné mes droits à perpétuité et que non seulement ces institutions publiques-là exigent pour avoir mes droits à perpétuité, mais le font contre le droit moral, donc qui est accepté au Canada, je me dis quand même nos institutions jouent contre les créateurs, ça devient problématique. Et j'ai péché en faisant do or die, do or die, do or die. Je pense que je dois signer, sinon le projet ne se fait pas. C'est arrivé à quelques reprises, comme plein de créateurs, où mon cœur, ma tête me dit « résiste », puis en même temps, le reste de ma personne me dit « mais fais-toi de l'argent hein? ». Il y a comme un petit peu... Il y a comme un peu une comédie musicale, bientôt en tournée. Merci. On est un petit peu coincés entre les deux, donc je suis mal placée pour dire qui devrait faire quoi. J'ai une petite voix intérieure aussi qui me dit est-ce que des fois on arrive à juste accepter le contrat sans cloner sa voix? Qui choisit si les voix sont clonées ou pas, par exemple? Est-ce qu'on peut faire des très mauvaises voix qui donneraient beaucoup de mauvais contenu à la machine? Donc on pourrait faire que des mauvaises voix. On s'efforce tous ensemble de faire nos pires performances qu'on n'a jamais faites. Le côté punk qui ressort. On profite un peu de ceux qui profitent, puis on essaie de comprendre. Donc, je n'ai pas de bonne réponse, mais j'ai toujours une petite voix qui me dit jusqu'où on arrive à faire sans donner son âme, ou peut-être dire, peut-être pas à perpétuité dans tous les espaces, y compris Mars si on s'y rend, mais peut-être simplement signer une licence pour 2 ans, ou peut-être signer une licence pour juste une série. Il y a peut-être moyen d'essayer de jouer avec entre les deux extrêmes, je ne sais pas. J'avais envie de rebondir sur cette question-là aussi, parce que pendant la session préparatoire, on avait discuté des scans des comédiens, des mannequins. Pendant les consultations du Federal Trade Commission aux États-Unis, il y avait un des présentateurs qui avait expliqué que une grande majorité des jeunes mannequins maintenant qui rentrent sont obligés de scanner. Ils signent des contrats, c'est justement en parlant de dualité de choix ici, là. Donc, pour pouvoir avoir même accès à l'agence, ils sont obligés d'être scannés. Leur corps est utilisé, les danseurs, les mannequins. Je donnais un atelier juste la semaine dernière, Black Women in Film Canada, et puis c'est des productrices, elles disent « Oui, mais moi, on n'a pas beaucoup de moyens. On voudrait être capable de scanner un acteur tout d'un coup, qu'on n'est pas capable de l'avoir telle journée, puis il pleut, puis le lendemain, il fait soleil, puis là, tout d'un coup, j'en ai besoin. » Puis il m'a donné son autorisation. Donc, tu sais, on laissera peut-être au panel de juristes après répondre à cette question-là. Entre une fiducie de données et la question des licences, qu'est-ce qui est plus bénéfique pour les artistes? Entre ça et avoir une bonne convention collective, ça va être différents éléments, pas juste une grande réglementation commerciale au Canada, parce que, par exemple, C27, l'objectif, c'était gérer les échanges commerciaux, pas nécessairement les échanges culturels. Donc, on tombe dans beaucoup d'exceptions juridiques quand on est secteur agriculture. Donc, il faut faire... Fait que je voulais juste qu'on en parle de cette question-là, parce qu'elle est vraiment, vraiment importante, pas juste pour les acteurs de la voix, mais pour les comédiens, les danseurs et les autres travailleurs culturels. C'est une réalité auquel on fait tous face maintenant. Oui, puis ça va très vite. Dans la préparation de ce panel, on a eu l'information comme quoi des membres d'une des associations artistiques avaient reçu lors d'un tournage une demande pour avoir justement un scan comme ça. Il fallait répondre oui ou non, sans préavis à peu près. Et je pense qu'il y a un risque aussi dans ces décisions qui sont précipitées. Allons à l'échelle justement un petit peu plus large, à l'échelle internationale. On a une question de Nicolas Gérard Deltruc qui dit que le problème majeur de la mise en
place de réglementation, c'est la concurrence internationale. Si on perd du temps à vouloir mettre en place des règlements, peut-être qu'on va rester sur le carreau si ces règlements ne sont pas suivis. Le mieux, dit-il, ce serait de développer nos propres outils concurrentiels, éthiques, correspondant à nos valeurs et à notre culture, qui généreront des contenus adaptés et qui respecteront la chaîne des droits et le contrôle des droits d'auteur. Donc, on est dans la reprise de contrôle, tout ça en créant un label éthique qui garantira une traçabilité grâce à la technologie des blockchains. Qu'en pensez-vous? Reprendre le contrôle, développer nos propres outils. Mais je trouve que c'est la seule manière d'agir et d'avancer. Il faut arrêter de recevoir, mais ce qui veut dire, pas nécessairement dire sauter avec ou sans parachute, justement. Ça veut peut-être dire qu'il y a peut-être d'autres chemins à envisager. Non seulement je trouve que c'est la bonne attitude, mais au lieu de voir la course, au lieu de voir une résistance, là, on faisait des blagues tout à l'heure, mais au lieu de voir une résistance ou vendre son âme, un contrat à très long terme de mariage avec des choses qu'on ne connaît pas, je me dis, il y a peut-être moyen de se réapproprier, parce qu'après tout, c'est des inventions technologiques. On oublie encore, on l'anthropomorphise énormément. Il y a une manière de parler par métaphore, où on fait des analogies avec notre cerveau, avec notre corps humain. On l'anthropomorphise notre avenir pour une raison spécifique aussi. On n'a pas ce détachement à l'objet. Et donc, ce détachement à l'objet comme une technologie, se le réapproprier, c'est se rappeler qu'on est des êtres innovants, Homo sapiens, c'est vraiment ça aussi. Nous réfléchissons au fait qu'on réfléchit. On a les capacités. Je m'excuse, je fais la mauvaise traduction, mais en anglais, je disais « For smart monkeys, prove it ». Tu sais, je veux dire, si vraiment on a les compétences d'imaginer autrement, bien, on s'y met, puis on propose autre chose. Ça ne veut pas dire de refuser le changement. Ça veut dire, au contraire, de proposer sa version, puis je suis totalement d'accord. Sacha Luciani, récemment, on était toutes les deux à C2 sur un panel, puis elle disait que la question qui tue, c'était « Y a-t-il des manières positives d'éviter, pour le P, y a-t-il des manières positives d'avancer de manière beaucoup plus éthique et respectueuse de l'environnement? Puis elle dit, mais la meilleure manière, c'est quand tout un chacun va pouvoir s'approprier les technologies, on va enfin voir des nouvelles manières, puis on va être capable de décloisonner la conversation. Je vais me faire l'avocat du diable. L'éthique, ça n'a pas de dents. Je pense que c'est extrêmement important de réglementer l'IA. Un des objectifs du droit comme tel, c'est quelque chose qu'on élabore ensemble, qu'on choisit, qu'on construit. Et les objectifs d'une loi sont là pour encadrer, entre autres, qui va faire de l'argent. Je m'excuse de le simplifier trop, là, mais c'est pour protéger contre les risques sociaux, mais aussi diriger le flux économique émergent des économies créatives. L'économie créative, c'est l'économie qui croît le plus vite dans le monde. De plus en plus, tantôt, le président Axel le disait, je veux le répéter, investir plus en art et culture, c'est l'affaire intelligente à faire, et réglementer, c'est l'affaire importante à faire. Il y a une tonne d'économistes qui vont prouver, toutes les discussions qu'on a au niveau du G7, au niveau international, les alliances entre pays qui respectent les lois. Si on n'a pas de loi, là, c'est wishy-washy. Puis là, comment je fais pour faire confiance, moi, au gouvernement de la Corée du Sud, de la du Japon, que j'ai envie de travailler avec eux? Ça prend des lois qui sont bien alignées pour être capable de, ensuite, développer des nouveaux modèles d'investissement pour avoir des nouveaux retours sur investissement qui sont conçus en fonction de ce tracé-là. Donc, je pense que réglementation, c'est innovation, c'est pas freiner, c'est le contraire, c'est s'assurer que les investissements qu'on a faits au Canada en IA et en culture nous reviennent. Oui, je suis assez d'accord, évidemment à 100%, là, je suis un militant de cet encadrement, mais tu as dit quelque chose d'intéressant, c'est qui peut créer de la valeur avec ça, mais c'est surtout comment à travers une loi. Et le sujet, c'est se réapproprier la technologie, ça implique aussi plusieurs choses. C'est aussi, si on est réaliste, ça veut dire aussi être en concurrence avec des géants qui sont déjà là, implantés, que la plupart des gens utilisent, et donc c'est compliqué. Donc ça impliquerait d'une part que soit au niveau, je sais pas, syndical ou au niveau organisationnel, on décide d'utiliser seulement les technologies qu'on a développées au niveau canadien, ça c'est une autre paire de manches. Et deuxièmement, ça voudrait dire il va falloir beaucoup de financement pour développer ces technologies-là. Et donc il va falloir que le gouvernement, les ministères injectent plusieurs centaines de milliards dans cette idée de la culture à travers l'IA. Donc oui, c'est réaliste, c'est une bonne solution, ce serait une bonne chose.
à condition de prendre en considération ces différents paramètres. C'est ça, se donner les moyens de nos ambitions, mais ça rejoint ce que Dave Anquetil disait un petit peu plus tôt. Derrière les outils, il y a l'infrastructure. Alors, aux États-Unis, on a entendu le drill, baby drill. Je vais emprunter à un ancien collègue, Florent Daudin, l'expression build, baby build. Construisons peut-être l'IA que nous souhaitons voir se développer, et l'éthique jouera certainement un rôle essentiel pour décider où on veut aller ensemble. Valentine, Sandra, Lassé, merci beaucoup. Merci à vous toutes et vous tous pour vos questions. On continue tout ça au cocktail. Merci. 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 Oui, vous pouvez quitter tranquillement. Et si vous êtes intéressé, Chloé a fait d'ailleurs une carte blanche qu'on retrouve sur Audio, super intéressante sur l'IA et la nouvelle génération, entre autres. Donc, vous pouvez trouver ça en rattrapage sur Audio. Merci, vous pouvez quitter. Alors, simplement vous dire, je pense que là, vous avez peut-être la tête un peu pleine, donc on va prendre une courte pause. Il y a des rafraîchissements qui vous sont servis à la mezzanine. L'équipe peut vous aider à vous diriger. 15 minutes, donc je vous retrouve ici à 15h35. Merci.